Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver et enregistrer cette nouvelle vidéo. Je suis ici en Bretagne, je suis rentrée déjà depuis un certain temps, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à communiquer et donc enregistrer une vidéo pour vous donner des nouvelles. Donc là, on est déjà quand même pas loin de fin mars. Il est temps quand même de vous dire que je suis bien rentrée et que dans l'ensemble, tout va bien. Alors avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si vous êtes tombé par hasard, si vous savez pas ce que vous faites là, de quoi je parle, ben rien de spécial. Je parle du deuil. En fait, c'est une chaîne qui est dédiée principalement au deuil et à la façon qu'on a de dépasser cette épreuve de vie. J'ai perdu ma sœur jumelle le 5 janvier 2023 et aujourd'hui, ça fait un peu plus d'un an. Et j'ai passé ma première année à fuir absolument le deuil, à me remplir d'expériences et de travail et de tout un tas de choses. Et cette année 2024, ben finalement, j'ai bifurqué de route complètement et je suis revenue aux origines, là où ma sœur jumelle a passé ses 4 années de maladie. On est ici en Bretagne et, et où elle est morte. Donc voilà, j'y suis. Et c'est un peu ce que je vous raconte dans ces vidéos de 2024. Et si ça vous intéresse de connaître l'histoire depuis le début, eh bien, je vous invite à regarder toutes les vidéos que j'ai postées, beaucoup plus nombreuses en 2023. Et vous verrez comment j'ai fait un deuil nomade pour supporter la douleur de la séparation. Je suis allée au Maroc, je suis allée dans différentes régions de France et c'est avec toutes ces expériences-là que j'espère pouvoir apporter un peu de réconfort aux personnes qui traversent aussi un deuil aujourd'hui. Je me doute bien que vous n'êtes pas tous dans la perte d'un jumeau ou d'une jumelle, mais le deuil est un deuil et on a des âmes sœurs, on a des personnes qu'on aime par-dessus tout et qui ne sont pas forcément des jumeaux. Et la douleur est la même en fait. Donc vous êtes tous bienvenus pour rejoindre notre petite communauté si ça vous intéresse. Vous pouvez vous abonner, également donner vos témoignages tout simplement sur les commentaires et aussi bah, simplement mettre un pouce sur cette vidéo. J'ai l'impression de répéter un peu bêtement ce que tous les youtubeurs font de façon très professionnelle. Vous allez voir que ces vidéos sont très artisanales et n'ont pas d'ambition autre que de partager une réalité concrète et dans la simplicité. Voilà. Alors, maintenant que ça c'est dit, c'est vrai que je prends le temps de le redire à chaque fois parce que je trouve que c'est important d'accueillir les nouvelles personnes et c'est aussi important de ne pas oublier ce qui m'amène à vous parler comme ça devant un écran et vous savoir derrière et voilà, c'est un échange, un lien qu'on a créé toute cette année 2023. Il y en a certains qui me suivent depuis vraiment cette période-là, depuis le tout début, depuis le commencement. Il y en a d'autres qui sont arrivés en cours de temps et toutes les histoires que vous avez partagées avec moi m'ont vraiment beaucoup touchée et, et d'autres, vous m'avez énormément soutenue et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, voilà, je prends le temps quand même de ne jamais oublier ça. Donc là, je suis rentrée dans mon appartement en Bretagne. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais de mon retour. J'étais allée une dizaine de jours chez une amie à Paris. J'avais fêté l'anniversaire d'une autre copine. Ça m'avait fait beaucoup de bien parce que pendant ce séjour, j'ai pris beaucoup de distance géographique, mais aussi mentale avec ce que je vis ici. Et ça m'a permis de décider déjà d'une chose, c'est de ne pas retomber dans ce que j'ai vécu le mois de février. Je pense que le mois de février, j'ai vécu hum, un mois extrêmement difficile. Je crois que c'est, à part la maladie de ma sœur et toute l'horreur qu'on a traversée ensemble jusqu'à la mort, à part ces horreurs-là, ça faisait longtemps que j'avais pas revécu un moment aussi difficile. Mais il était nécessaire. Nécessaire aussi pour comprendre que j'étais vraiment seule, qu'est-ce que ça signifiait d'être complètement seule, dans une vraie solitude physique. Et cet enfermement, ce questionnement, cette errance dans laquelle j'ai été,
parce que, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas écouté les vidéos précédentes, je n'ai pas choisi de revenir comme ça en Bretagne pour affronter le deuil. C'est un peu les concours de circonstances et la vie qui m'a chassée de là où j'étais, où je pensais prendre racine et où je pensais avoir pris racine. Et finalement, quand je me suis retrouvée exclue de l'endroit où j'étais, j'ai eu le choix, soit de fuir à nouveau et tout simplement choisir une situation que je connaissais, c'est-à-dire vivre en communauté, travailler dans un cadre particulier, voilà, ou bien décider de revenir dans cet appartement complètement vide et rempli que de souvenirs, et rempli de choses matérielles aussi. Ce sont les habits de ma sœur, ses dossiers, les dossiers médicaux, tout ça c'est dans des cartons. Et puis mes affaires à moi, nos affaires qu'on a partagées, quelques affaires de cuisine, de choses qu'on adorait utiliser toutes les deux, même le choix des torchons de cuisine, des serviettes, etc. Tous ces souvenirs-là, mais pas vraiment d'autres choses parce que nous habitions dans une maison meublée. Et là, je vous invite vraiment à regarder les autres vidéos pour savoir pourquoi on habitait dans une maison meublée en Bretagne, pourquoi nous étions au Québec juste avant et pourquoi nos affaires de Paris sont retournées au Maroc. En tout état de cause, on est arrivé ici assez légère. Et dans cet appartement, il y a cette mixité entre le rien, le vide total mais réel, parce qu'il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de table, j'ai pas de sommier, j'ai pas de matelas, j'ai pas de lit, je n'ai pas de canapé, ouais, j'ai pas de table, pas de chaise en fait. Et en même temps, j'ai l'essentiel, c'est-à-dire les souvenirs. Voilà. Donc, ce que j'ai quelques étagères en bois que nous avions achetées pour installer ma sœur jumelle dans le rez-de-chaussée, dans notre salon. De l'époque, on avait aménagé le salon en chambre. À partir du moment où elle n'arrivait plus à grimper les escaliers pour aller dans sa chambre, ça lui faisait trop mal en fait à la hanche. Et voilà, parce que je ne l'ai pas dit dans cette vidéo, mais ma sœur avait le cancer du sein, ce qui n'était pas grave en fait, hein, c'était pas grand-chose, une petite tumeur de rien du tout. Par contre, elle avait une métastase osseuse à la hanche et c'est celle-ci qu'on a eu du mal à prendre en charge. Et c'est celle-ci qui, évidemment, qui donnait des douleurs épouvantables. Alors, vous qui me regardez, si jamais ça vous arrive d'avoir le cancer du sein, soyez tranquillisés vraiment. Parce que je vous assure que réellement c'est possible de guérir. Voilà, ça me donne envie de pleurer. Mais je regrette de ne pas avoir eu cette chance que ma sœur n'ait eu que le cancer du sein, parce que tout le monde ne guérit pas, bien sûr, et beaucoup de gens guérissent, mais le cancer du sein, c'est vraiment quelque chose qui peut guérir à partir du moment où les conditions sont bien réunies. Et ma sœur avait réussi à obtenir des résultats super. La tumeur du sein avait tellement diminué que c'était vraiment anecdotique. Mais par contre, la métastase osseuse, ça demandait beaucoup plus d'efforts. Encore une fois, elle a eu aussi de très bons résultats avec des méthodes 100% naturelles. Mais nous étions toutes les deux assez novices dans cette voie-là et on n'a pas su, disons, on ne savait pas qu'il nous fallait une telle endurance et multiplier les demandes d'aide de la famille, des amis pour, euh, pour gérer en fait le quotidien. Et donc voilà, c'est à la fin ça a arrêté de fonctionner parce qu'on était en état d'épuisement toutes les deux. On avait trop de choses à gérer et voilà, je ferai peut-être une autre vidéo pour expliquer ça. Cette année 2024, bien peut-être que je serai plus capable. Je sais que l'année dernière, j'en avais parlé. Dans les premières vidéos, je pensais vraiment avoir besoin de vous expliquer exactement tout ce qui s'était passé, les différentes étapes, ce qui avait bien marché, ce qui n'avait pas fonctionné, ce qui avait été des obstacles sur le chemin, et puis l'évolution de la compréhension de pourquoi on en arrive là, euh, avec cette dimension spirituelle, de comprendre le sens de la maladie, etc. Il y a tellement de choses à dire
parce que nous avons vécu tellement de choses et puis quelque part un éveil de conscience aussi. Mais j'ai pas eu la force de parler de tout ça. Tout ce que j'ai fait, c'est me précipiter vers une- un travail de toutes mes forces pour ne pas ressentir le manque, pour ne pas accepter la nouvelle, la réalité qui était de dire j'évolue dans une planète où ma sœur jumelle n'existe pas, nulle part, de cette forme que nous connaissons, c'est-à-dire des êtres humains incarnés dans des corps humains et que je ne pouvais plus entendre sa voix, que je ne pouvais pas l'appeler au téléphone, que je ne peux pas le... Ouais, ça me donne envie de pleurer, hein, vous voyez, de savoir que partout où je peux aller sur cette planète, je n'ai aucune chance de la retrouver. Et il faut savoir que moi, à la base, je suis géographe, hein, donc j'adore le voyage. Je voyage depuis, euh, depuis tellement longtemps que c'est quelque chose qui nourrit ma vie. Mais de me dire que partout où je peux aller, au plus haut d'une montagne, au fin fond des abysses marins, dans un désert, dans une forêt, dans une campagne, dans un village, n'importe où, je ne vais pas la trouver parce qu'elle n'y est pas. Ça, c'est la réalité que je pouvais pas vivre. Donc, euh, après avoir couru dans tous les sens toute l'année dernière, je me retrouve ici, en fait, au point de départ. Ici en Bretagne, on ne vivait pas ici avant, et j'allais dire, on ne vit pas après. Pourtant, je suis là aujourd'hui, mais pour moi, là, je sens quand même que c'est un passage, c'est une guérison que je suis en train de faire, mais j'ai pas la certitude que je vais vivre ici, en fait. J'ai l'impression que il me fallait revenir ici pour valider la situation et puis me transformer, sortir de cette situation où j'étais deux, on était deux tout le temps, où j'étais jumelle et je faisais partie d'un binôme et comprendre que maintenant je dois avancer d'une autre façon. Voilà, enfin, j'ai énormément de prise de conscience, voilà, que je dois faire ici. Et bah, la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à survivre malgré tout le premier mois que j'ai passé ici en février, qui a été terrible. Et puis là, je suis sur le mois de mars. Donc j'ai eu bien sûr l'interruption où je suis allée à Paris qui m'a permis d'y arriver. Mais, mais je suis déjà fière de moi parce que j'en suis là. Et que même si je devais partir en courant maintenant parce que je n'en peux plus, ce qui est fait est fait. C'est-à-dire que j'ai vraiment gagné un tout petit peu de guérison. Vous voyez, comme si on avait une énorme plaie immense comme ça et on commence à guérir juste un morceau de la plaie. Ben, la plaie, elle est moins grande déjà. Donc, j'ai pas évidemment réparé la blessure, hein, mais je suis dedans. Je suis en train de faire ça, je suis pas en train de faire autre chose là. Donc, finalement, je suis en train de faire la chose la plus importante et probablement la plus importante pour le reste de ma vie. Voilà, donc ce retour de nouveau dans l'appartement, ben, il se passe très mal. C'est très difficile. Je, j'ai décidé en rentrant de Paris que je n'allais plus utiliser la même technique, enfin la même méthode qu'au mois de février. Au mois de février, j'ai tellement été submergée par le drame que je vivais à l'intérieur d'être dans ces murs, d'être physiquement à proximité des affaires de ma sœur, ça me rendait folle quoi, de douleur. Sur le moment, j'ai eu le premier réflexe, c'est de ramasser le maximum de choses qui nous appartenaient à toutes les deux, comme je vous disais, les torchons de cuisine, les objets de cuisine qu'on a pu avoir, tout, de tout jeter. J'ai voulu tout jeter, tout, parce que, en fait, je sais que ça peut vous paraître fou, mais simplement voir la vue de ne serait-ce qu'un plateau, euh, le moindre objet, j'avais l'impression de recevoir un coup de couteau. En fait, c'est douloureux à ce point-là. C'est douloureux à ce point-là parce que
parce que c'est pas des objets que nous avons utilisés dans notre vie d'avant, ce sont des objets que nous avons utilisés pendant sa maladie. Et donc, à chaque fois que je voyais un objet, ben, je voyais une scène derrière. Et par exemple, j'aurais dû vous les apporter, j'ai des petits plateaux, je dis c'est pas du tout moi, c'est ma sœur qui avait des petits plateaux jaunes, et jaunes vifs que j'aime beaucoup. Et puis, de toute façon, j'aime tellement ma sœur jumelle, je suis en total état d'adoration pour tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle était, toutes les choses qu'elle faisait, la façon dont elle faisait les choses. Donc, je revois ces plateaux et je la vois allongée sur son lit, complètement dans la douleur et dans la maladie. Ce qui a été difficile, je vous le dis à vous aussi, hein, si vous êtes dans cette situation de stress parce que vous avez le cancer, déjà je vous souhaite une bonne guérison et je vous souhaite aussi de bien supporter toutes les étapes qui vous emmènent vers la guérison, que ça soit le plus rapide possible. Mais ce qui a été dur pour elle, c'est pas la maladie en réalité. La maladie, voilà, il suffit de vraiment croire en ce qu'on fait et de se dire, attends, mais il y a vraiment des raisons pour guérir. Donc, il faut avoir une certaine confiance et un certain lâcher-prise. On ne peut pas stresser du matin au soir, du soir au matin, tous les jours. C'est pas possible. Il faut se nourrir d'amour, de choses qu'on aime, de faire les bons efforts, bien se renseigner, ne pas douter et suivre sa voie intérieure, même si les autres ne sont pas d'accord. Mais une fois que ça c'est établi, voilà, ça n'est qu'une maladie. Et ma sœur jumelle, ce qui a été dur pour elle, mais probablement peut-être aussi, j'allais dire plus pour moi. Non, c'est pas ça, c'est pas de la même façon, mais c'est le fait qu'elle ait perdu, entre guillemets, l'usage de ses jambes. Le fait que ses hanches étaient tellement douloureuses qu'elle n'a plus pu s'asseoir ni marcher. Ça a été progressif, hein, mais le fait d'être incarcérée sur son lit dans son corps, sans pouvoir jamais s'asseoir, sans jamais pouvoir descendre du lit, sans jamais pouvoir prendre une douche. Je sais qu'elle m'en avait parlé, sans pouvoir s'occuper d'elle-même, c'est-à-dire du jour au lendemain pratiquement. Quand je dis du jour au lendemain, je veux dire, entre le début de sa vie et ce moment-là, elle est devenue handicapée, comme quelqu'un de vraiment handicapé du bas du corps, et sans avoir, entre guillemets, les privilèges. Je sais que c'est affreux ce que je dis, mais vraiment, sans avoir les privilèges des personnes handicapées qui sont reconnues handicapées. Ça a été ça la douleur de ma sœur et de la mienne. C'est parce que quand on est reconnu, c'est affreux s'il nous arrive un accident et on perd l'usage des jambes et qu'on se retrouve complètement bloqué sur une chaise roulante ou sur un lit d'hôpital ou un lit donc médical à la maison. Mais on sait ce qui s'est passé. Là, en fait, elle n'a pas eu d'accident, elle est juste tombée malade. Et, et cette partie-là, en fait, elle n'était pas comme si elle n'était pas connue, elle n'était pas entendue, elle était. Voilà, je crois que c'est ça qui m'a le plus découragée parce que quand quelque part dans mon conscient, mon subconscient, quand ma sœur m'a dit qu'elle avait le cancer et qu'on s'est engagé dans cette voie-là de guérison et de voir comment on allait faire, elle ne m'a pas dit je suis handicapée, j'ai un accident et je suis handicapée au lit, je ne peux plus me lever, je ne peux plus faire ci. Je pense que si on me l'avait dit, j'aurais pris une claque énorme dans la figure, mais j'aurais vu l'ampleur du problème. Parce qu'encore une fois, pour moi, la maladie n'est pas vraiment un problème. Et je sais, vous allez me dire que je suis folle et tout, mais je suis désolée, il y a vraiment beaucoup de gens qui guérissent. Donc il n'y a pas de raison de partir battu d'avance et de se dire c'est foutu. Mais je dis ça aussi parce que j'ai énormément appris, que ça fait une dizaine d'années que je suis dans la médecine naturelle et que je sais comment il faut faire. Je dis pas que je sais comment il faut faire pour guérir les cancers des autres, mais je sais comment il faut faire pour aider quelqu'un proche de moi dans ma famille qui me demande de l'aide. Et comment je peux faire moi pour essayer de me sauver en cas de maladie ou quoi qu'il arrive. Donc j'ai pas la connaissance extraordinaire. Je fais pas des miracles du tout. J'ai aucun don de guérisseur ou quoi que ce soit. C'est ça que je veux dire. J'ai juste passé tellement de temps à écouter des conférences
médicales, des colloques, et à lire des choses et à me former en naturopathie hygiéniste voilà, je connais suffisamment le sujet. Mais c'était le côté handicapé, ça, je ne l'ai pas, vu arriver et je n'étais pas prête. Je n'étais pas du tout prête à vivre ça. Là, par contre, j'étais pas préparée. Je savais pas comment gérer ça et je ne comprenais pas comment la personne qui vit ça peut se sentir et comment on peut vraiment l'aider. Donc voilà, ça m'a pris de court et ça m'a beaucoup fait souffrir parce que là, je me suis sentie complètement dépassée. Pour la maladie, je ne me sentais pas dépassée, mais pour le handicap, là, je me suis sentie complètement dépassée. Et là, vraiment, nous n'avons pas été vraiment bien aidés là, à ce niveau-là. Ça n'a pas du tout été pris en charge. C'est même plus grave que ça, mais ça, je vous l'expliquerai. C'est ce que je disais dans les vidéos, quand je vous expliquais sur ce qui s'est passé, le contact avec le monde médical, c'est qu'il y a eu une guéguerre entre deux équipes médicales, justement, qui montre exactement ça. C'est-à-dire une équipe médicale de l'hôpital qui ne pense que à la maladie et qui a vraiment décidé d'ignorer la situation du handicap, alors que ma sœur n'était pas morte et qu'elle était encore tout à fait capable de vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Elle avait gardé son travail. Et l'autre équipe médicale, qui, elle, est complètement spécialisée dans le handicap, et qui disait, mais il y a vraiment moyen de rendre la vie de cette personne nettement plus agréable. Pourquoi ne pas accepter de l'intégrer temporairement dans nos services de rééducation pour lui permettre de retrouver une certaine agilité, et leur objectif était vraiment de lui permettre de s'asseoir, de sortir du lit. Au début, ils disaient vraiment de la mettre debout parce qu'ils voyaient à quel point son corps réagissait bien et à quel point son mental était positif. Il y avait tous les éléments nécessaires pour qu'elle s'en sorte. Donc, je parle de cette partie handicap. Elle n'allait pas enlever son handicap avec de la rééducation, c'est pas ça que je veux dire. Mais elle allait renforcer tout ce qui était possible de renforcer pour avoir une vie meilleure, c'est-à-dire rien que ne serait-ce qu'en étant assise sur un fauteuil roulant, ça veut dire que vous avez accès à l'extérieur, au monde extérieur, et vous le savez très bien que vivre complètement reclus dans une cellule, parce que la chambre devient une cellule, on a beau avoir de la visite, on n'a pas la brise de l'extérieur sur le visage, on n'a pas le soleil directement sur la peau, on ne va pas respirer les parfums du printemps, on n'est pas en contact avec le monde extérieur. Donc, et puis nos yeux ne voient rien, on voit toujours le même décor, on est toujours dans la même pièce, donc on peut s'abrutir avec tous les films et toutes les vidéos qu'on peut, mais ça n'est pas équivalent à la vraie vie. Et donc, eux, ils l'ont très très bien compris, ils sont pas idiots, ils sont au contraire très très avancés sur ces questions-là, ils sont particulièrement experts dans cette approche. Et en fait, ils ont assisté au dégringolage de ma sœur, ils en étaient presque à pleurer, parce que l'hôpital disait non, 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 non pour tout ce qu'ils demandaient, et tout ce que ma sœur demandait. Et ça a été un simulacre de... En fait, ils cherchaient à la faire mourir le plus vite possible. Voilà, donc ce que je vous dis à vous, si jamais vous êtes dans ce cas-là, dans votre entourage, s'il y a ce double casquette de maladie plus handicap, comprenez vraiment qu'il faut prendre en charge les deux, vraiment, parce qu'il y a des moyens d'aider le handicap pour que la vie de tous les jours soit plus facile, plus acceptable, plus agréable, etc. Et la maladie de l'autre côté. Essayez de séparer les deux parce que c'est pas parce qu'on est malade que ça va dégringoler. Le handicap et le handicap sont vraiment deux choses différentes. Voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et que je voulais partager avec vous. Euh, voilà, moi personnellement, j'étais pas préparée à ça. Le handicap, j'y connaissais rien. J'étais moi-même catastrophée dans ma tête. Et surtout, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Quand je voyais ma sœur, je voyais que ses résultats sanguins, etc., étaient très bons, que son corps réagissait bien, etc. Et je comprenais pas le, co- le- la-
le décalage entre le fait que son corps répondait bien, que son mental était hyper déterminé, qu'elle était hyper courageuse et qu'elle était capable de faire, mais vous vous imaginez même pas tous les efforts qu'elle faisait, et le fait qu'elle soit immobilisée sur un lit. C'est comme si ça ne correspondait pas. Il y avait quelque chose de très douloureux là-dedans. Et j'ai beaucoup appris grâce à l'équipe de médecins dans la rééducation. Parce que je les ai vus, c'est génial. Ils sont tellement, les pauvres, en ils prennent en charge tellement des cas terribles. Vous n'osez même pas imaginer qu'ils ont comme une espèce de, ils sont comme blasés d'un corps humain abîmé. De l'extérieur, on dirait que ça les touche pas. Mais ce que je veux dire, c'est pas que ça les touche pas, contrairement il y a une grosse différence avec les médecins de l'hôpital où ils prennent une certaine distance parce que voilà, on est obligé par rapport à la maladie, à la vie des autres, etc. Mais il y a cette froideur et ce côté pathétique et puis fataliste. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu, c'est affreux, où il y a comme une compassion, mais c'est de la pitié, je sais pas comment vous dire. Tandis que là, ces équipes-là, pour eux, c'est pas parce que tu es handicapé que tu vas mourir. Donc, il n'y a pas cette notion de mort. Il y a cette notion de t'es dans la merde, il t'est arrivé une grosse galère, c'est dégueulasse, mais on est là pour t'aider et pour voir jusqu'où tu peux regagner de l'autonomie pour que tu puisses quand même poursuivre tout le reste de ta vie du mieux possible et retarder en fait quoi que ce soit qui a retardé. Il y a un côté compatissant qui est extrêmement agréable avec eux parce que ils ont envie déjà que ça fonctionne. Bah déjà, ça fait une grosse différence. Ils ont envie. Ils n'ont pas envie de te tuer, contrairement à l'équipe médicale qui ne cherchait que à incarcérer ma sœur dans leur putain de soins palliatifs pour pouvoir l'euthanasier, tout simplement. Et je n'ai pas peur de le dire, parce que finalement, c'est ce qui s'est passé, d'une certaine façon. Donc, mais voilà, c'est eux qui ont les sacro-saints pouvoirs de décision. Et une fois que vous êtes tombé là-dedans, ben, vous pouvez plus vous extirper de ça. Et là, c'est ce que j'ai vu, c'est que ma sœur jumelle et moi, ma mère aussi est venue par plusieurs périodes. On a essayé, donc nous, la famille, elle, le malade, le patient lui-même, n'est absolument pas écouté, entendu, encouragé, respecté. Alors là, c'est une certitude. Mais par contre, quand j'ai vu que même l'équipe médicale donc de rééducation n'était pas du tout non plus entendue, écoutée, respectée, alors là, je me suis dit, bon, là, parce que, wow, on peut rien faire là. Là, c'est des forces qui sont, je veux dire, je m'attendais pas à ça, quoi. Je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Et je sais que l'équipe médicale de rééducation aussi a été choquée. Ils ont compris plus vite que moi que c'était foutu. Ils l'ont compris à peu près l'été, juste avant que la dernière année de ma sœur. euh, la situation a commencé à se dégrader enfin, se dégrader toute l'année. À partir du moment où elle a mis les pieds à l'hôpital, elle s'est dégradée. Mais euh, il y a une lutte, on va dire, avec l'encouragement de cette équipe médicale de rééducation jusqu'à peu près au mois de juin. Ils ont tout fait pour essayer de pouvoir l'intégrer pendant l'été, pendant un mois au moins. Et ils avaient obtenu en plus un accord dans ce centre de rééducation. Et l'hôpital est passé par derrière et a dit non. Donc, ils n'ont pas pu. Et là, je pense qu'ils avaient compris. Ils avaient compris que c'était foutu. Que même si ma sœur arrivait à tenir le coup, parce qu'ils voyaient bien qu'elle avait une énergie vitale incroyable et une volonté incroyable, et que moi, j'étais derrière et que j'étais certainement pas prête à lâcher le morceau, ils avaient compris que par rapport à cette force de l'hôpital qui écrase tout, c'était impossible de s'en sortir. Alors, ils ont pris de la distance avec nous, mais ils sont quand même restés, hein, ils sont quand même restés. Je dirais, hein, vraiment, je suis très reconnaissante de ça. Il y a pas tous, hein, pas tous dans l'équipe, hein. Il y a une ergothérapeute, elle était au départ tellement un soutien et très vite, elle a tourné les talons et elle s'est rangée du côté de l'hôpital. Donc ça a été vraiment très choquant. Vraiment une personne que j'aurais du mal à revoir aujourd'hui, hein, ça c'est sûr, parce que là, j'ai devant moi quelqu'un qui n'a pas d'intégrité professionnelle et morale. Par contre,
les autres n'étaient pas comme ça, heureusement. Donc voilà, bah, tout ça pour en revenir que je suis là dans cet appartement et que forcément vous voyez que les souvenirs sont beaucoup plus vivaces. Tout ça, j'ai l'impression d'évoluer dans un magma d'émotions. Je suis là. C'est comme si je marchais sur un tapis épais de douleur, de souvenirs, de colère, d'incompréhension, de désespoir, d'errance, errance, voilà. Bon, ben, j'ai fait un long, long message et ben, j'espère que vous êtes, vous, dans des meilleures situations que ça, ce que j'ai décrit. Et si c'est pas le cas, ben, n'hésitez pas à utiliser l'espace des commentaires pour nous raconter à vous votre expérience de cette situation. Et pas que ça va changer les choses, mais déjà ça fait du bien de pouvoir le lire, de pouvoir le dire et d'être lu, et puis moi aussi de pouvoir lire aussi l'expérience des autres. Donc encore une fois, ben, je vais vous demander de prendre soin de vous, et puis simplement faites des choses qui vous font du bien tant que c'est possible, du mieux possible. Et puis, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo, je l'espère cette fois-ci. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, si ça vous intéresse de suivre ces péripéties de vie après le deuil. Et je vous dis à très vite alors.